Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Au sommaire, à l'ONU, lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump salue des avancées diplomatiques en RDC et au Rwanda. Mais sur le terrain, les combats persistent et l'Est du Congo reste plongé dans la violence et l'instabilité. Plus de détails dans cette édition avec Blaise Kuzola. À Kinshasa, les chariots de café chaud envahissent les rues, une activité portée par les jeunes entre débrouillardise et espoirs économiques. C'est un reportage signé Didier Ilunga. Enfin, à l'international, l'Équateur, nouveau leader du cacao en Amérique du Sud, le pays longtemps en retrait, rivalise aujourd'hui avec les grands producteurs africains comme le Ghana. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Je l'ai dit en titre, devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump s'est félicité des avancées diplomatiques initiées sous son impulsion, citant notamment la RDC et le Rwanda. Mais sur le terrain, les combats se poursuivent et les espoirs de paix peinent à se concrétiser. Entre satisfecit américain et inquiétudes européennes, la réalité reste marquée par la violence et l'instabilité dans l'Est du Congo. Blaise Kuzola. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump affiche sa satisfaction. En 7 mois seulement, affirme-t-il, plusieurs conflits sanglants auraient trouvé une issue. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, et à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu, du jamais vu. Et je suis vraiment honoré de l'avoir fait. Hélas, j'ai dû mettre un terme à ces guerres alors que j'aurais préféré que l'ONU le fasse. Parmi les pays évoqués, la RDC et le Rwanda. Une référence indirecte à l'accord signé à Washington sous l'égide des États-Unis, censé sceller une nouvelle entente entre Kinshasa et Kigali. Mais sur le terrain, la réalité semble bien plus nuancée. La veille, lors d'une conférence de presse à New York, le président congolais Félix Tshisekedi s'est montré plus réservé, une inquiétude partagée jusque dans le rang européen. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, estime que la situation dans l'Est du Congo est aujourd'hui plus chaotique qu'avant le processus de Doha et Washington. Il invite l'Europe à prendre ses responsabilités pour les jeunes Africains et pour l'histoire. Sur le terrain, le combat entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se poursuivent. Des milliers de déplacés fuient les violences, un quotidien bien éloigné du tableau dressé par l'ancien président américain. La démission surprise de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale suscite de nombreuses interrogations tant au sein de l'Union sacrée qu'à l'échelle nationale. Alors que les réactions officielles se veulent rassurantes, les analystes y voient les signes d'un malaise politique plus profond. Didier Ilunga est dans mon mat pour le commentaire. Peu après sa démission, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris la parole. Objectif visiblement rassuré. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. J'ai donc, en âme et conscience, décidé, devant 110 millions
des Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Depuis les États-Unis, où il participe à l'Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi a réagi à son tour. Nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce qu'il en sera autrement. Des mots apaisants, presque fraternels. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, une question demeure. Peut-on encore croire en cette alliance? Surtout, pour combien de temps? Car une démission à ce niveau, même volontaire, n'arrive jamais sans raison profonde. Pour l'heure, personne au sein de l'Union sacrée de la nation ne semble souhaiter l'assumer. Mais les indicateurs des malaises semblent eux-mêmes réunis d'après les observateurs de la vie politique congolaise. Et les précédents ne sont pas très rassurants. En 2009 déjà, Kamerhe quittait la présidence de l'Assemblée après avoir désapprouvé un accord avec le Rwanda. À l'époque, il était proche de Joseph Kabila. Quelques mois plus tard, il devenait opposant. La démission de Vital Kamerhe bouleverse aussi l'équilibre régional. Originaire de l'Est, il représentait un certain poids politique dans cette partie du pays. Toujours meurtri par des conflits, aujourd'hui, des voix comme celle de Bitakwira estiment que son successeur soit aussi un élu de l'Est. Pour certains, c'est une question d'équité. Pour d'autres, une manière de calmer les tensions. Reste que la recomposition du bureau de l'Assemblée nationale ne sera pas anodine. Elle révélera le nouveau rapport de force, les fragilités internes, peut-être même les prochaines. Et Kinshasa renforce ses partenariats stratégiques. La première ministre Judith Suminwa a reçu successivement ce lundi 22 septembre 2 délégations de haut niveau, celle de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, et celle de la Banque africaine de développement. Au cœur des échanges, l'accélération des projets structurants dans le Grand Inga, mais aussi la santé, la sécurité et la gestion des financements pour un impact concret sur les populations. Domomat nous en dit plus. À l'hôtel du gouvernement, la journée du 22 septembre a été marquée par une double séquence diplomatique et stratégique pour la RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a d'abord échangé avec une délégation japonaise de haut niveau conduite par le vice-président de la JICA, Kawamura Kenichi. Donc en fait, notre exposé s'est articulé premièrement. Je manifestais d'abord mon appréciation à son Excellence Madame la Première ministre pour 2 visites qu'elle a eues au Japon, premièrement pour la TICAD et deuxièmement pour un forum d'affaires. J'ai aussi signalé les raisons de ma visite, notamment le projet de Grand Inga, notamment bien entendu aussi plusieurs projets, le projet de l'environnement qui lie entre nous, la RDC et le Japon au travers de la JICA. Le méga projet du Grand Inga, pilier du développement énergétique du pays, s'impose comme le fil rouge des coopérations internationales, une priorité partagée par Tokyo et Kinshasa dans le cadre d'un partenariat à long terme. Nous voulons vraiment accélérer notre collaboration pour que ça soit encore plus consolidé entre les 2 pays. Mais l'énergie n'est pas le seul chantier commun. Environnement, santé publique, police nationale, le Japon soutient aussi des secteurs clés pour la stabilité de la RDC. Quelques heures plus tard, c'est au tour de la Banque africaine de développement d'être reçue par la chef du gouvernement. Objectif, faire le point sur le 1,6 milliard de dollars engagés, mais dont seulement un quart a été décaissé. Le retard dans l'utilisation de ces ressources, c'est le retard dans le changement des conditions de vie des populations. La première ministre a donc exigé une accélération immédiate de la mise en œuvre en insistant sur le projet prioritaire comme le compact énergie et résilience ou encore le Grand Inga. Donc, Madame la Première ministre nous a donné en fait des instructions pour vraiment accélérer la mise en œuvre et l'utilisation de ces ressources. En renforçant sa coopération avec le Japon et la BAD, la RDC entend donner un coup d'accélérateur à ces projets structurants essentiels pour transformer l'économie du pays et améliorer les conditions de vie des Congolais.
En RDC, la situation épidémiologique reste sous haute surveillance malgré une tendance globale à la baisse pour le choléra et l'Mpox. Les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu continuent d'enregistrer un nombre élevé de cas d'Mpox. Selon les dernières données discutées lors de la réunion stratégique tenue à Kinshasa concernant la maladie à virus Ebola, la zone de santé de Boulapé reste l'épicentre face aux 45 cas signalés, dont 25 confirmés. Patience Lokeke. Mpox comme le choléra, les tendances épidémiologiques sont globalement à la baisse. Cependant, dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, les notifications restent élevées pour l'Mpox. C'est l'une des conclusions tirées lors de la réunion stratégique hebdomadaire sur l'évaluation des épidémies tenue à Kinshasa autour du ministère de la Santé. Nous avons deux provinces, c'est la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu. Et ces deux provinces continuent à avoir quand même une notification qui est plus ou moins élevée, pourquoi pas la province du Sankuru et du Bazouélé. Et ça demandera que nous puissions encore essayer de renforcer nos stratégies d'intensification dans ce genre de provinces et voir comment est-ce qu'on peut étouffer cette notification. Concernant la maladie à virus Ebola, le foyer principal reste la zone de santé de Boulapé, qualifiée d'épicentre de l'épidémie, avec 45 cas notifiés, dont 25 confirmés. Pour enrayer la propagation, le gouvernement prévoit la construction d'un deuxième centre de traitement Ebola. Il y a eu au total maintenant aujourd'hui deux cas confirmés, et pour lesquels nous avons pensé qu'il fallait mettre en place le deuxième centre de traitement Ebola pour la zone de santé de Boulapé. Mais du moins, la zone de santé dont je parle a plus ou moins 6 aires de santé qui ont notifié depuis que nous avons commencé la réponse, la déclaration le 4 septembre 2025. Et donc, ces 6 aires de santé constituent l'épicentre de l'épidémie et nous allons continuer à renforcer les déploiements des équipes d'intervention rapide par rapport à cette réponse vers le Kasaï et vers les autres provinces. Il convient de noter que dans cette même zone de Boulapé, le gouvernement a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination géographique ciblant les zones à forte concentration de cas. À Kinshasa, face aux nombreuses plaintes des victimes de la démolition des constructions anarchiques, le ministre de l'Environnement s'est exprimé pour apporter des éclaircissements, une démarche visant à calmer les tensions et à envisager d'éventuelles solutions. Suivez cet élément de Myriam Likio rendu par Gigi Nende. Après plusieurs semaines de contestation liées à la démolition des maisons et commerces considérés comme construites sans autorisation, le ministre de l'Environnement a finalement pris la parole suite à de nombreuses demandes pour répondre aux inquiétudes des habitants de Kinshasa. Il y a des services de l'État qui ont posé des actes contraires à la loi. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà vu dans un pays où, parce que les trains ne circulent plus et qu'on morcelle la gare, ce sont de tels actes posés par les services, bien sûr, de l'État, comme j'ai dit. L'État est pluriel. Moi, je fais partie de l'État. Vous êtes là, vous faites partie de l'État. Vous représentez l'État aussi à votre niveau. Mais il y a des gens contre la loi. Cette fois-ci, on va pas s'arrêter là. Vous voyez, toutes les personnes qui sont encore en vie, on va les poursuivre. Le dossier est déjà déposé au niveau de plusieurs juridictions. En somme, face aux dangers potentiels liés aux constructions anarchiques, le ministre de l'Environnement appelle à une prise de conscience collective. Il insiste sur la responsabilité partagée entre l'État et les citoyens pour garantir la sécurité de tous. Les exportateurs congolais peuvent désormais accéder au marché européen sans s'acquitter des droits de douane grâce au système des exportateurs enregistrés. Ce mécanisme d'autocertification s'inscrit dans le cadre du programme européen Tout sauf les armes qui offre un accès préférentiel au marché de l'Union européenne aux pays les moins avancés. Daniela Kalala.
Les exportations de la République démocratique du Congo vers l'Union européenne peuvent désormais s'effectuer sans paiement de droits de douane. C'est là grâce au système des exportateurs enregistrés, connu sous les sigles REX. Le système REX permet ainsi de rendre opérationnel le programme européen Tout sauf les armes, qui supprime les barrières douanières sur tous les produits exportés par les pays les moins avancés à l'exception des armes et des munitions. Mathieu Takizala, entrepreneur et économiste, s'est exprimé au micro de Géopolis Télévision. Le système REX, c'est d'abord la RDC va gagner en compétitivité dans l'accès en importation de produits congolais vers le marché européen avec des exonérations douanières. Et ça va être chez le consommateur européen, le produit congolais ne peut plus coûter cher parce qu'il rentre dans les frontières européennes avec des exonérations des taxes. Ça, c'est déjà un avantage où la plupart des États, parce que l'Europe, c'est un grand marché, un système qui est compétitif par rapport à l'économie congolaise qui va bénéficier de cet avantage des facilitations douanières. Ça va faciliter l'importation de produits congolais, sauf que ça doit respecter les règles d'origine du marché européen aussi. Rex, je crois qu'il faut que du côté de la République démocratique du Congo, il faut qu'on puisse vraiment accompagner les exportateurs. Mathieu Takizala, entrepreneur économiste congolais, donc c'était pour le compte des Géopolis. Notons que ce système est avantageux pour la République démocratique du Congo dans son processus d'exportation vers le pays européen. Revenons à New York à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU où la reconnaissance du génocide congolais est-elle en train de traverser les frontières de la République démocratique du Congo? La question vaut son pesant d'or depuis que les autorités congolaises ont décidé d'investir les États-Unis pour plaider cette cause devenue l'un des sujets principaux de l'agenda politique du pays entre reconnaissance internationale et consolidation de la dynamique nationale. Les défis sont de taille pour réhabilitation de la mémoire collective. José Junior Owawa. Depuis sa création il y a 3 ans, le Génocost célébré chaque 2 août symbolise le combat pour la reconnaissance internationale du caractère génocidaire de massacre de millions de Congolais. Cette lutte est désormais une préoccupation nationale portée par les plus hautes autorités du pays. Lors d'une réunion du Conseil des ministres en juillet dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en a fait une affaire personnelle, décidant de porter ce combat sur toutes les tribunes internationales. 3 ans après l'institutionnalisation du Génocost, Kinshasa continue d'investir les scènes diplomatiques internationales dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance officielle de cette démarche. Loin de la capitale congolaise où résonne encore la mémoire des victimes de différentes guerres et conflits ayant marqué l'histoire du pays ces 30 dernières années, une intense activité diplomatique se déroulait dans la capitale économique américaine. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies à New York, un plaidoyer d'une rare intensité a mené afin de convaincre la communauté internationale. Tout Kinshasa semble avoir fait les déplacements pour New York malgré les contextes économiques difficiles que traverse le pays. Pourtant, dans les zones durement touchées par ces massacres, la situation reste pratiquement inchangée 3 décennies plus tard. Violation des droits de l'homme, situation humanitaire insoutenable, activisme de groupes armés, atteinte réputée à la souveraineté du pays par des voisins, notamment le Rwanda, aucune initiative n'a véritablement permis de faire bouger les lignes. Comme en 1998, le Congo se retrouve au centre de l'actualité internationale. Malgré l'offensive diplomatique de Kinshasa visant notamment à obtenir une résolution contraignante contre les groupes armés et à conclure un accord de paix avec le Rwanda, les armes continuent de retentir dans plusieurs régions du monde, poussant des milliers de Congolais à fuir ou à descendre dans la rue. Face à une situation interne toujours volatile et à la volonté de mobiliser l'attention du monde autour de cette cause nationale, les autorités congolaises font face à de nombreux défis. Leur objectif, tourner définitivement cette page sombre de l'histoire du pays malgré les turbulences internes.
Cependant, au-delà des sphères décisionnelles, la cause du génocide congolais peine encore à mobiliser le masse populaire. Une véritable prise de conscience nationale ne serait-elle pour en faire un combat partagé par tous. Et pour plus d'approfondissement sur ce sujet, nous avons un invité ce soir. Il s'agit de M. Christian Molika. Il est coordonnateur national de la DIPOL, Dynamique des politologues du Congo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. Alors, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, organise une conférence pour, entre autres, porter un plaidoyer puissant pour la reconnaissance des génocides longtemps posés sous silence en RDC. Alors, la question principale de votre intervention de ce soir, au vu des circonstances actuelles, notamment marquées par la guerre russo-ukrainienne et la cause palestinienne, le moment est-il indiqué pour un tel événement pour la RDC? Le pays peut-il effectivement, via le FONAREV, à travers cette action, espérer obtenir à ce qu'il recherche? Il faut déjà rappeler que le FONAREV s'est approprié une initiative citoyenne qui était le Génocoste, portée par la société civile et qui en a fait désormais un levier important de la diplomatie congolaise. Et effectivement, nous avons un Conseil de sécurité qui est très porté sur la question palestinienne. On a vu comment les grands États, la France, la Grande-Bretagne, se sont davantage prononcés pour la reconnaissance de l'État palestinien, et donc qui mettra en ombrage les questions des pays comme le Congo. Et donc effectivement, on peut se questionner sur le choix du timing, quand on sait qu'un tel forum, au-delà du grand rassemblement, a d'autres forats à côté, on peut se questionner sur le choix du timing qui fera que l'activité n'aura pas le retentissement qu'il aurait pu avoir si on l'avait inscrit dans un timing particulier. Par contre, c'est toujours utile de faire du plaidoyer pour renforcer la reconnaissance internationale sur la crise congolaise. L'initiative, elle est bonne, elle est pertinente, elle s'inscrit dans la continuité de l'action gouvernementale, mais le timing et le format peut poser problème. Quand on veut construire un plaidoyer, forcément, on veut parler une opinion internationale, on peut se questionner sur le format adopté. On peut également se questionner sur le format du public attendu. Lorsqu'on construit un plaidoyer international, c'est davantage du lobbying, c'est davantage des plateaux spécifiques, par exemple, pour l'opinion internationale. Et en termes de lobbying, c'est des carnets d'adresses, c'est des contacts particuliers. Ce format qui a été fait à New York, c'est davantage pour l'opinion intérieure. Ça peut être un écran également pour la problématique, mais on peut le réorienter vers un lobbying plus discret, plus secret, plus silencieux, mais qui a plus d'efficacité et plus d'impact sur la cause congolaise. Donc vous estimez que cette démarche de passer sous l'ombre, au regard, notamment parce que le regard du monde entier est tourné aujourd'hui sur d'autres causes? Le contexte international ne va pas nous aider parce que malheureusement la question palestinienne va couvrir ce qui a été fait. C'est un miroir qu'il faut amplifier, qui permet de mettre en lumière la question congolaise. Encore faut-il l'adopter au format pour que dans de tels canaux, ces formats favorisent un lobbying plus silencieux, un lobbying plus direct vers les vrais décideurs, un travail vers l'opinion internationale, c'est-à-dire comment nous occupons les médias internationaux pour faire de la question du génocide un débat intérieur aux États-Unis que vers une destination intérieure. Alors, une autre question que l'opinion se pose, c'est notamment faire reconnaître les génocides congolais. C'est une chose louable déjà de vouloir le faire reconnaître, mais est-ce que avons-nous le même narratif en ce qui concerne le génocide congolais? C'est un devoir de mémoire. Il faut que nos morts ne disparaissent pas. Il faut pas que nos morts soient silencieuses. C'est un travail de mémoire. Après, c'est un travail diplomatique. Nous sommes dans un contexte où le Congo est pratiquement en offensive diplomatique contre le Rwanda. Et donc, lorsqu'on parle de génocide congolais, on parle indirectement de responsabilité rwandaise et de mise en bas des autorités rwandaises vis-à-vis de l'opinion internationale. Après, il y a un travail de fond à faire. Les experts aujourd'hui sont divisés. Certains parlent davantage de crimes de guerre et de crimes d'humanité que de génocide. Il faut une commission internationale pour mener les enquêtes et arriver à cette conclusion-là. Donc il y a un travail à faire en profondeur, mais il n'empêche qu'aujourd'hui,
nous pouvons renforcer le narratif international, particulièrement dans un contexte où nous sommes en conflit diplomatique plus ou moins ouvert avec le Rwanda, et que ce narratif-là fragilise plus ou moins le Rwanda à l'opinion internationale et permet au Congo de recentrer également sur les parties oubliées du conflit, à savoir des victimes et pourquoi pas une réparation. Et quelle serait la meilleure démarche à suivre afin que les différents génocides soient chacun reconnus à leur juste valeur? Mais déjà, il faut renforcer le travail de mémoire en interne. Nous avons déjà construit au niveau de Kinshasa des mausolées, mais il faut aller plus loin. Il faut aller construire des mausolées dans les zones concernées. Il faut un travail de mémoire historique qui soit plus large. Pourquoi pas avoir, par exemple, tout un circuit des écoles qui vont vers les mausolées. Les mausolées ne peuvent pas se résumer à un travail de mémoire politique, c'est un travail de mémoire sociale. C'est-à-dire les Congolais doivent se rendre au niveau du mémorial, rencontrer de manière plus visuelle l'histoire autour de la mémoire. Il faut ce travail d'histoire qui doit se construire. Après, il y a ce travail diplomatique qui doit continuer. Et je dirais même un travail de lobbying qui doit continuer. Parce qu'il s'agit d'influencer la perception de certains États, certains décideurs sur cette cause-là, qui doit s'accompagner également d'un travail scientifique d'un côté, des experts, des scientifiques, des juristes, des historiens doivent travailler à documenter suffisamment pour appuyer la démarche diplomatique qui s'est construite aujourd'hui. Voilà, merci à vous, M. Christian Moleka, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons l'actualité, la vente du café chaud en chariot est devenue une activité florissante, portée en grande partie par des jeunes à la recherche d'un revenu quotidien. Cette pratique soulève à la fois des espoirs économiques. Didier Ilunga a fait le constat ce lundi. Suivez. Munis de leurs chariots remplis de thermos d'eau chaude, des cafés, des laits et des gobelets en plastique, ces vendeurs ambulants sillonnent le rue et le carrefour de Kinshasa, proposant leur café chaud aux différents clients et travailleurs matinaux. Selon ce jeune, cette activité à but lucratif est rentable surtout si vous êtes propriétaire. Pour lui, il gagne 40 000 francs congolais, soit 14 $ par jour. Comme c'est pour moi-même, je gagne 40 000 par jour et dans 10 jours, j'empoche mes 400 000. Et c'est une activité avec les avantages et plus rentable. Par contre, pour cet autre vendeur, employé par un particulier, il explique les accords du travail et déplore les tracasseries de la police. Ce vendeur demande aux autorités de les encourager en lieu et place des tracassés. Les jeunes qui ont accepté la voie de l'entrepreneuriat, plutôt le vol et les actes de barbarie. Ce sont les affaires d'autrui. Après que j'ai vendu, le boss va me donner ma part après une semaine ou un mois selon nos attentes. Le seul mal que nous éprouvons, c'est la tracasserie des policiers qui nous ravissent les téléphones, voire même l'argent. Nous rencontrons aussi la difficulté de la tracasserie par nos policiers, Kabaseli. Ils nous dérangent pas comme possible. La police ne veut pas voir un coopérant. L'État doit laisser les jeunes s'épanouir car nous les autres, nous n'avons pas appris à voler. Notons que la vente du café ambulant, longtemps considérée comme une spécialité des Ouest africains, s'est désormais répandue dans tout le coin de la capitale congolaise, attirée par ses avantages économiques notamment. L'actualité, c'est aussi au-delà des frontières nationales. Place à la page internationale. Le Namibie mise sur l'hydrogène vert pour diversifier son économie. À côté des hydrocarbures, le pays qui souhaite se positionner avantageusement sur ces secteurs a proposé en juillet la création d'un centre continental d'industrialisation verte destiné à structurer une offre commune. Blaise Kouzola.
La Namibie court le risque d'une pénurie massive de compétences dans les secteurs naissants de l'hydrogène vert. C'est la Namibia University of Science and Technology qui alerte sur la situation avec un déficit pouvant atteindre 130 000 travailleurs qualifiés d'ici 2040. Alors que la Namibie ambitionne de devenir un hub africain de l'hydrogène vert, ces déficits de main-d'œuvre qualifiée menacent la réalisation de ces objectifs industriels et énergétiques. Pour réduire ces décalage entre ambition et capacité, le projet INIT GH2 mise sur la formation technique et professionnelle. Il prévoit la refonte de curricula pour les adapter aux besoins du secteur, la montée en compétences de formateurs et la création de passerelles entre formation professionnelle et enseignement supérieur. Dans un premier temps, plus de 700 jeunes sans emploi bénéficieront de programmes pratiques dans les 2 prochaines années, notamment via le Namibia Institute of Mining and Technology. L'accent est mis sur l'inclusion de jeunes et de femmes afin de garantir que la croissance du secteur ne profite pas seulement à une minorité. Ces efforts complètent les orientations de la stratégie nationale sur l'hydrogène vert qui vise à positionner la Namibie comme futur exportateur mondial d'hydrogène et de ses dérivés. Au-delà des enjeux sectoriels, la question des compétences place l'hydrogène vert au cœur d'un défi social. Le chômage de jeunes dépasse 40%, ce qui souligne l'ampleur du défi. Le projet INIT GH2 montre que la préparation du capital humain est désormais considérée comme une condition essentielle à la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l'hydrogène vert. Et puis l'Équateur est le premier producteur de cacao en Amérique du Sud, occupant une place secondaire. Il y a une décennie, le pays a connu une croissance soutenue de son offre qui lui permet désormais de rivaliser avec certains fournisseurs en Afrique de l'Ouest, dont le Ghana. Blaise Kouzola. Le Ghana sera-t-il surclassé par l'Équateur en tant que second producteur mondial de cacao en 2025-2026? Cette hypothèse est plus que jamais crédible au regard de perspectives de production qui se dessinent dans le pays d'Amérique latine. L'Équateur devrait produire 650 000 tonnes des fèves d'ici la fin de la dite saison. Un tel volume serait supérieur au volume estimé pour le Ghana dans le cadre d'un sondage réalisé par un média économique. L'amélioration attendue de l'offre nationale s'explique notamment par le fait que le producteur renforceront les investissements dans les exploitations grâce à la hausse de cours mondiaux, ceux-ci percevant 90% du prix mondial contre 70% au Ghana. Par ailleurs, les rendements à l'hectare restent plus élevés avec 800 kg par an contre 500 kg dans l'ex-Gold Coast. Face au spectre d'un prochain changement dans la hiérarchie des producteurs mondiaux du cacao, certains analystes restent tout de même encore prudents. Alors qu'au Ghana, l'exploitation minière illégale de l'or et la propagation de la maladie du Slowland Shoot restent des défis majeurs. Il faut noter qu'en 2024-2025, le pays a quand même produit 600 000 tonnes de cacao, soit à un niveau en croissance de 33% d'une année sur l'autre. En outre, si jusqu'ici les autorités n'ont pas avancé des prévisions sur la campagne 2025-2026, elles devraient fixer comme objectif de dépasser les niveaux de la récolte de l'année dernière comme d'habitude. Une telle perspective pourrait mettre les deux pays coude à coude et permet de nuancer les certitudes formulées par l'industrie cacaoyère équatorienne. Pour rappel, en 1977-78, le Ghana cédait sa couronne de premier producteur mondial de cacao à la Côte d'Ivoire. Le verdict est tombé hier soir au terme d'une cérémonie prestigieuse qui a tenu en haleine toute la planète football. L'ailier français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a été couronné meilleur joueur du monde, remportant le Ballon d'Or 2025. Il devance le jeune prodige espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, brillant second, et le Portugais Vitinha du PSG qui complète le podium. Toujours avec Blaise Kouzola. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé a été couronné pour la première fois, devenant le 6e Français d'origine africaine à recevoir ce prix. Fils d'un père malien et d'une mère sénégalo-mauritanienne, l'attaquant du PSG a largement célébré son sacre au-delà des frontières de la France et de toute l'Afrique.
Un moment fort pour le joueur, mais aussi pour un continent qui attendait ses symboles depuis George Weah en 1995. Ousmane Dembélé a remporté son tout premier ballon d'or sous les applaudissements d'un public largement acquis à sa cause. L'attaquant du PSG, dont le père est malien et la mère sénégalo-mauritanienne, devient le 6e joueur français à recevoir ces trophées, avec 35 buts, 16 passes décisives et un triplé Ligue de Champions, Ligue 1, Coupe de France. Il a réalisé une saison impressionnante. Sa mère, s'exprimant en langue poulard sur les réseaux sociaux, a déclaré que c'est les ballons d'or de toute l'Afrique. Au-delà de Dembélé, plusieurs joueurs africains ont brillé dans le classement. L'Égyptien Mohamed Salah s'est ici à la 4e place, confirmant sa constance au plus haut niveau. De son côté, les Marocains Achraf Hakimi termine 6e, preuve de l'influence croissante du latéral du PSG sur la scène mondiale. L'histoire du Ballon d'Or et du continent africain reste marquée par un nom, George Weah. En 1995, l'attaquant libérien du Milan AC devenait le premier et jusqu'à récemment le seul Africain à remporter ces trophées, brisant les barrières et ouvrant la voie à des générations futures. En décrochant les Ballons d'Or 2025, Ousmane Dembélé inscrit une nouvelle page dans l'histoire du football africain et français. L'ailier du PSG incarne cette génération de talents binationaux qui rayonnent aujourd'hui sur les plus grandes scènes européennes. Une autre manière de vous informer dans cette édition, c'est avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dans mon matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. De nombreux journaux reviennent sur la démission de Vital Kamerhe, mais ouvrons cette édition avec la référence plus qui attire l'attention sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Selon la consoeur, la Belgique s'inquiète sérieusement des affrontements qui se poursuivent dans cette région en dépit des accords signés à Washington et Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion soutenue ouvertement par le Rwanda. Maxime Prévost, vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, estime même que la situation dans les territoires en conflit est aujourd'hui plus chaotique qu'au moment de la signature de ces accords de paix. Il va plus loin. Pour lui, c'est l'image même de l'Europe en Afrique qui est en jeu. Une Afrique de plus en plus jeune, connectée et consciente des enjeux politiques ne se contente plus des demi-mesures. Le peuple exige des positions claires et des actes tangibles, a-t-il martelé. Toujours sur la scène internationale, Info 27 souligne que Félix Tshisekedi ne s'est pas déplacé à New York uniquement pour des considérations protocolaires. Son objectif est clair, porter l'urgence sécuritaire de l'Est sur la scène mondiale. Face au cessez-le-feu non respecté avec la FCM23, le chef de l'État veut défendre les deux processus de paix en cours à Washington et à Doha et mobiliser la communauté internationale autour d'une sortie de crise durable. Mais pendant que Tshisekedi s'exprime à l'ONU à Kinshasa, la vie politique a connu un séisme institutionnel. Comme le rapporte le phare, Vital Kamerhe a démissionné ce lundi 22 septembre en début d'après-midi de son poste de président de l'Assemblée nationale. Visé par une pétition avec 4 autres membres du bureau, Kamerhe a préféré rendre le tablier avant que la plénière ne se prononce. Pour le phare, ayant constaté que son sort était scellé, il a choisi de sauver son honneur plutôt que subir les ridicules des urnes. Le potentiel revient sur les implications politiques de cette démission. Il ne s'agit pas d'un simple épisode personnel, mais d'un révélateur des tensions profondes au sein de la majorité présidentielle. Pour ce journal, cette décision interroge sur la stabilité des institutions, l'avenir du processus budgétaire et les équilibres politiques internes. Son remplacement au perchoir sera un moment de vérité pour la coalition au pouvoir. Quant à Kamerhe, il est désormais à la croisée des chemins. Transformer cette rupture en opportunité ou s'effacer devant de nouveaux visages de la scène nationale. De son côté, Forum des As rapporte la réaction du président Tshisekedi lors d'un déjeuner de presse à New York. Il a déclaré « Je n'y suis pour rien. Nous sommes toujours des alliés et partenaires, sauf si M. Vital Kamerhe en décide autrement.
Une déclaration qui sonne comme un appel à l'apaisement alors que certains observateurs soupçonnaient des tensions sous-jacentes entre les deux hommes. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. C'est avec cette revue de presse rendue par Domomat que nous mettons un terme à cette édition. À l'ONU, Donald Trump salue des avancées diplomatiques en RDC et au Rwanda, mais sur les terrains, les combats persistent et l'Est du Congo reste plongé dans la violence et l'instabilité. Et puis à Kinshasa, les chariots de café chauds envahissent les rues, une activité portée par les jeunes entre débrouillardise et espoirs économiques. Enfin, à l'international, l'Équateur, nouveau leader du cacao en Amérique du Sud, le pays longtemps en retrait, rivalise aujourd'hui avec les grands producteurs africains comme le Ghana. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris la semaine prochaine, le même jour. Et surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Portez-vous bien. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.